Le fil info. Ici Zach Langlois et voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des Territoires. Le Conseil des écoles fransaskoises appelle à une augmentation du financement éducatif pour le prochain gouvernement. Depuis plusieurs mois, la Fédération des enseignants de la Saskatchewan critique le manque d'investissement de la province dans l'éducation publique. Ronald Adjavon, directeur général du Conseil des écoles fransaskoises, s'adresse au futur gouvernement provincial afin d'exiger un financement accru pour l'éducation dans les milieux francophones minoritaires. Selon lui, le financement d'éducation, notamment pour les minorités, devrait être une priorité pour le gouvernement. Adjavon souligne l'importance d'un financement opérationnel adéquat pour assurer le bon fonctionnement des écoles. Il plaide pour un plus grand nombre d'enseignants et davantage de ressources pédagogiques, des éléments essentiels pour rehausser la qualité de l'enseignement dans la province. Cette situation, selon lui, met en lumière la nécessité urgente de repenser le financement éducatif pour garantir un avenir radieux aux élèves francophones. En outre, il évoque la lenteur administrative qui entrave l'acquisition de terrain pour la construction d'établissements scolaires. Adjavon insiste sur le besoin d'une approche proactive avec les municipalités pour faciliter ce processus. Il affirme que la planification des infrastructures éducatives doit aller au-dessus des annonces immédiates afin d'anticiper les besoins futurs. La question de maintien des écoles existantes est également primordiale. Adjavon souligne l'importance de développer des programmes visant à attirer les élèves actuellement inscrits dans des écoles d'immersion ou ailleurs afin de maximiser le potentiel de l'éducation en français dans la province. Le dialogue avec les élus est un autre axe de travail essentiel pour les représentants de la communauté. Selon le directeur du Conseil école fransaskoise, il rappelle que la période électorale est une occasion cruciale pour faire entendre la voix des francophones et promouvoir un agenda commun. Investir dans l'éducation en français représente non seulement une question d'égalité, mais également un véritable atout pour la province. Chaque dollar investi dans l'éducation francophone génère un retour sur investissement tangible. C'est ce que mentionne Adjavon, le directeur du Conseil des écoles fransaskoises. Grève évitée de justesse dans le secteur de la santé du Manitoba. Une grève qui aurait concerné 25 000 employés du secteur de la santé a été évitée de justesse au Manitoba avec un accord de principe sur une nouvelle convention collective. Le syndicat canadien de la fonction publique et le syndicat des employés gouvernementaux et généraux du Manitoba menaçaient de faire grève à compter du 8 octobre à minuit si aucune entente acceptable n'était conclue avec le gouvernement provincial. Sur sa page Facebook de la section 204, le syndicat en informe les membres que les deux parties ont convenu d'un accord avec des améliorations significatives mardi aux environs de 4h30, soit 90 minutes avant le début de la grève qui aurait commencé à 6h. Les détails de l'entente ne sont pas encore divulgués et les membres des deux organisations seront appelés à voter sur cette dernière. La grève est reportée dans l'attente des résultats de ce vote. En attendant, les deux syndicats encouragent les travailleurs de la santé à être présents pour leur corps de travail qui leur ont été assignés par leurs employeurs. Les travailleurs jugeaient qu'il était nécessaire de parvenir à un accord équitable pour recruter et retenir le personnel, particulièrement en raison de la crise des effectifs dans les soins de santé. Ils réclamaient également une augmentation des salaires car ils sont parmi les moins bien payés au Canada avec un taux horaire de 17,7 $. Ils cherchaient à combler l'écart de rémunération avec d'autres professionnels de la santé. Le syndicat canadien de la fonction publique et le syndicat des employés gouvernementaux et généraux du Manitoba avaient voté contre une offre en août dernier. La grève aurait concerné les travailleurs de la santé de soins communs de l'Office régional de la santé de Winnipeg, de Santé Prairie Mountain, de l'Office régional de la santé d'Entre-les-Lacs et de l'Est de la santé sud. Moins de jeunes en Alberta utilisent des préservatifs selon un nouveau rapport. Une enquête récente révèle une baisse préoccupante de l'utilisation des préservatifs parmi les jeunes Canadiens. Menée par Angus Reid pour l'organisme Let's Stop AIDS, cette étude a sondé plus de 1100 Canadiens âgés de 18 à 24 ans et montre que seuls 24% des répondants affirment utiliser un préservatif à chaque rapport sexuel. Ce chiffre marque une chute significative par rapport à 53% en 2020. Le rapport publié mardi souligne également que 6% des jeunes interrogés ont signalé avoir reçu un diagnostic d'infection transmissible sexuellement ou du VIH au cours des 6 derniers mois, une augmentation de 2% par rapport à 2023. Ces résultats mettent en lumière l'importance d'une meilleure éducation sexuelle pour sensibiliser les jeunes aux risques liés aux relations non protégées. La question de l'éducation sexuelle devient de plus en plus politique. Au Canada, certains gouvernements, comme celui de l'Alberta, envisagent des lois exigeant le consentement parental pour que les enfants puissent suivre des cours d'éducation sexuelle. Mohamed
Junior souligne que ces programmes scolaires négligent souvent des sujets cruciaux tels que le consentement, l'égalité des sexes, la santé des femmes et la protection de la vie privée. Sans une approche complète, on observe une augmentation des comportements sexuels à risque. Un rapport récent de l'Organisme mondial de la santé a également mis en avant cette tendance, indiquant que l'utilisation des préservatifs est en baisse chez les jeunes. Au Canada, une étude a relevé que 31% des garçons et 25% des filles de 15 ans n'ont pas utilisé de préservatifs ou de contraceptifs lors de leur dernier rapport sexuel. Par ailleurs, les données de l'Agence de santé publique du Canada montrent une augmentation de 25% des premiers diagnostics de VIH en 2022 par rapport à 2021. Le Parti conservateur de la Colombie-Britannique propose de rouvrir l'hôpital psychiatrique Riverview. Le chef du Parti conservateur de la Colombie-Britannique, John Rustad, a présenté ses solutions pour lutter contre la crise des drogues toxiques dans la province en annonçant la réouverture de l'hôpital Riverview à Coquitlam. Cette annonce a été faite mardi matin sur le site de l'ancien hôpital psychiatrique qui accueillait jusqu'à 4500 patients à son apogée avant de fermer en 2012. Malgré les revendications autochtones concernant le terrain, Rustad a promis que s'il était élu, il transformerait l'hôpital en un centre d'excellence pour le traitement des dépendances et de la santé mentale. Le nouveau Parti démocratique a rapidement réagi, rappelant que Rustad était député libéral en 2012 lorsque l'hôpital a fermé. La fermeture de Riverview s'inscrit dans un mouvement de désinstitutionnalisation des soins de santé en santé mentale amorcé dans les années 1960, visant à offrir des soins plus accessibles. En 2012, sous le gouvernement libéral de Christy Clark, l'établissement a définitivement fermé ses portes. Rustad a également promis de réduire le temps d'attente pour les traitements et de créer des communautés régionales de rétablissement, ainsi que d'assurer que les centres de prévention des surdoses respectent les normes les plus élevées en menaçant de les fermer en cas de non-conformité. Il souhaite mettre fin à la décriminalisation des petites quantités de drogue dure et changer l'approche actuelle de réduction des méfaits qu'il considère inefficace face à la crise des opioïdes. En moyenne, 6 personnes par jour ont succombé à des surdoses dans la province au premier semestre de 2024, bien que ces chiffres soient en légère baisse par rapport à l'année précédente. Rustad n'a pas précisé le temps nécessaire pour mettre en œuvre ces mesures ni leur coût et il a éludé les questions des journalistes ne portant pas sur son annonce. À moins de 2 semaines des élections, Rustad n'a pas encore dévoilé sa plateforme mais prévoit de le faire prochainement. Les chefs des partis participeront à un débat télévisé ce mardi soir. Le futur du Canada passe par les territoires du Nord-Ouest. Le premier ministre des territoires du Nord-Ouest, R.J. Simpson, accompagné des chefs autochtones, s'est rendu à Ottawa pour plaider en faveur des besoins des territoires du Nord-Ouest lors d'une conférence de presse. Cette première visite conjointe vise à faire entendre une voix unie avec l'espoir que le gouvernement fédéral prenne en compte les priorités des territoires. Simpson a souligné que les territoires du Nord-Ouest sont un carrefour crucial pour l'avenir stratégique du Canada. En prenant des décisions éclairées, les territoires peuvent contribuer de manière significative à la prospérité et la sécurité nationale. Il a rencontré le premier ministre Justin Trudeau pour discuter des enjeux tels que les changements climatiques, le coût de la vie et les besoins en infrastructure. Les discussions à venir incluront des sujets prioritaires comme le logement, l'infrastructure, l'adaptation climatique, les minéraux critiques et la sécurité publique. Simpson a affirmé que l'amélioration des conditions de vie des résidents des territoires du Nord-Ouest pourrait également renforcer les capacités stratégiques du gouvernement fédéral. Jackson Lafferty, président du Conseil des dirigeants des territoires du Nord-Ouest, a insisté sur la nécessité de mesures concrètes pour résoudre les inégalités persistantes. Il a rappelé que les besoins fondamentaux tels que les routes et les soins de santé sont souvent inadéquats dans les territoires. Le coût élevé de la vie et les impacts des changements climatiques compliquent encore davantage la situation. Danny Gaudet, chef du gouvernement d'Illéné-Gotine, a souligné les défis spécifiques de sa région, notamment la baisse du niveau du fleuve Mackenzie qui a entraîné des hausses de prix pour les denrées essentielles. Gaudet a plaidé pour une stratégie intégrée qui comble le fossé entre les communautés du Nord et celles du Sud. Dans l'ensemble, Simpson a qualifié les premières discussions de positives, notant l'importance d'expliquer directement aux ministres fédéraux la réalité du Nord. Le maire d'Iqaluit, Solomon Awa, et le conseiller Carl Shepard ont exprimé leur souhait de voir une intensification de l'application des lois sur la consommation d'alcool en public suite à une été marquée par une augmentation des patrouilles de la Gendarmerie royale du Canada. Cette question a été soulevée lors de la réunion du conseil municipal mardi où le sergent Zivka Ivanova a présenté les rapports mensuels de la Gendarmerie royale du Canada pour juillet et août. Au cours de ces mois, l'une des principales missions des agents a été la saisie d'alcool en plein air et la patrouille de
de la ville en véhicule tout-terrain pour limiter la consommation publique. Sur les 448 bières saisies entre janvier et août, 97 l'ont été en juillet et 98 en août, représentant ainsi 41% du total pour ces 8 mois. Août a été le mois le plus chargé pour la Gendarmerie royale du Canada d'Iqaluit avec 1111 appels, dont 421 liés à l'alcool. Shepard, qui a soulevé le problème de la consommation d'alcool en public lors d'une motion au Conseil en mai, a noté des progrès cet été, notamment avec le nombre de boissons saisies. Cependant, il a aussi observé une recrudescence des problèmes, notamment avec moins de patrouilles récemment autour de la boutique de bière et de vin. Ivanova, récemment arrivée à Iqaluit, a confirmé que les patrouilles avaient diminué, mais cela pourrait changer. Dans son rapport écrit au Conseil, elle a indiqué que les agents avaient passé plus de temps à effectuer des patrouilles proactives en août. Toutefois, il y a eu moins de patrouilles ce mois-là, car certains agents avaient été affectés à d'autres communautés pour aider à diverses tâches prioritaires. Shepard a également souligné une augmentation de la consommation d'alcool durant la journée. Le maire Awa a convenu avec Shepard que le problème ne se limite pas à la zone de la boutique de bière et de vin. Le fil sportif. Les Rough Riders battent les Elks 28-24 et se qualifient pour les éliminatoires. Trevor Harris a amassé des gains de 358 verges par voie aérienne et a lancé 2 passes de toucher. Et les Rough Riders de la Saskatchewan ont assuré leur place dans les éliminatoires de la Ligue canadienne de football grâce à une victoire de 28-24 contre les Elks d'Edmonton samedi. Les Rough Riders, 8 victoires, 7 défaites et 1 match nul, ont inscrit un 3e gain consécutif et participeront aux éliminatoires après avoir été exclus lors des 2 saisons précédentes. La formation saskatchewanaise a signé une 7e victoire de suite au Commonwealth Stadium, une séquence qui a commencé en 2019. De leur côté, les Elks ont subi un 3e revers d'affilée. Toutefois, ils gardent de minces chances de participer aux éliminatoires grâce à la règle du croisement à la suite de la défaite de 31-10 des Tiger Cats d'Hamilton face aux Blue Bombers de Winnipeg vendredi. Les Elks ont été les seuls à s'inscrire au tableau indicateur au premier quart à la suite d'un simple sur un botté de dégagement. Les Jets de Winnipeg ont révélé un nouveau logo inspiré du patrimoine ukrainien conçu par Andriy Sobchak, un graphiste ukrainien réfugié au Canada depuis 2022. Présenté mercredi, ce logo intègre des éléments de l'identité culturelle et historique de l'Ukraine, comme des motifs géométriques brodés évoquant le Vyshvankas et les Rochniks. Les couleurs bleues et jaunes représentent le drapeau ukrainien, symbolisant le ciel et les champs de blé, importants pour les Manitobains et les Ukrainiens. Ce logo sera porté lors du match en hommage à la communauté ukrainienne du Manitoba prévu pour le 2 janvier 2025 et inclut également l'étoile à 8 branches, symbole d'harmonie et d'union. Les finales canadiennes de rodéo de retour à Edmonton. Après 6 ans d'absence dans la capitale albertaine, les finales canadiennes de rodéo, Canadian Finals Rodeo, sont de retour à Edmonton. Les compétitions se dérouleront jusqu'à samedi dernier à la place Rogers, après la fermeture du Colisée Northlands, l'ancienne aréna des Oilers qui accueillait l'événement depuis sa création en 1974. Ces finales ont eu lieu à Red Deer de 2018 à 2023. On y retrouve les meilleurs cowboys de la saison de rodéo au pays. Une douzaine d'athlètes sont qualifiés dans chacune des épreuves. Au-delà du rodéo à la place Rogers, les organisateurs ont planifié de nombreux événements gratuits, notamment pour les familles. Une foire commerciale se tenait au Centre Expo d'Edmonton où ont eu lieu aussi de petits événements de rodéo. L'organisme, qui a pour vocation de promouvoir le tourisme dans la capitale albertaine, espérait que 45 000 personnes visiteraient le centre-ville durant les finales et qu'elles entraîneraient des retombées économiques de plus de 30 millions de dollars. Un centre d'entraînement de hockey pour jeunes ouvre à Edmonton. Un centre d'entraînement de hockey Dernier Cri destiné aux jeunes a ouvert ses portes à Edmonton. Il propose également une clinique de santé afin de permettre aux jeunes blessés de suivre un parcours de réadaptation. Le centre, qui a une superficie de 2400 mètres carrés, propose notamment 2 patinoires, une salle de préparation physique et une salle d'entraînement hors glace. Il est situé au sein du plus grand centre commercial de la ville, le West Edmonton Malls. La présidente directeur générale Vanessa Ettinger précise que le centre va être accessible par abonnement avec des frais mensuels compris entre 200 et 400 $ en fonction des services. Au deuxième niveau, l'espace intitulé 01 Athletic Care est une clinique multidisciplinaire qui propose des services médicaux spécialisés comme des traitements musculo-squelettiques et des programmes de récupération. Décès du dernier membre de l'équipe historique de baseball nippo-canadienne Hashi, Kaye Kaminishi, qui était le dernier membre de la célèbre équipe de baseball nippo-canadienne Hashi, est décédé à l'âge de 102 ans à Kamloops, en Colombie-Britannique. L'équipe Asahi a joué à Vancouver de 1914 à 1941 avant d'être dissoute en raison de l'internement des Canadiens d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Kaye Kaminishi et ses coéquipiers ainsi que 22 000 autres Canadiens d'origine japonaise ont été envoyés dans des camps d'internement. Kaye Kaminishi est mort samedi, entouré des membres de sa famille selon l'association de baseball d'Asahi et le temple de la renommée du baseball canadien.
Christine Sinclair devient actionnaire minoritaire du Rise de Vancouver. C'est à titre d'investisseuse que Christine Sinclair fera sa marque dans la Super Ligue du Nord. La meilleure buteuse du soccer international se joint au groupe de propriétaires du Rise de Vancouver. L'attaquante de 41 ans trouve donc un premier projet professionnel après sa retraite qu'elle a confirmé le 27 septembre dernier. Ce fil d'actualité est produit par l'Arco en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.